Je m'appelle Laura. J'ai 34 ans, je suis mère célibataire, et j'ai appris à mes dépens que dans ma famille, le mot « famille » n'est qu'une autre façon de dire contrôle. Le soir de Noël, j'étais dans le salon de mes parents, regardant mon fils rôder près de la table des desserts dans son petit pull, les joues roses d'avoir couru dans la maison. Ma mère a pris la dernière part de pudding de Noël, l'a regardé droit dans les yeux, puis s'est tournée vers la pièce et a dit « Seule la famille a le droit de manger ». Elle a ri. Les enfants de ma sœur ont ricané, leurs assiettes déjà chargées d'une deuxième portion, et tout le monde s'est remis à discuter comme si l'on ne venait pas de dire à mon enfant qu'il n'était pas à sa place. Mon fils a dégluti, a forcé un sourire et a chuchoté qu'il n'avait de toute façon pas faim. Je pouvais voir ses yeux briller. À cet instant, quelque chose en moi s'est brisé net. Je n'ai pas fait de scène. Je n'ai pas crié et je n'ai pas renversé la table. J'ai juste pris une lente inspiration, je me suis approché et je lui ai dit de prendre son manteau. Alors que ma mère nous rappelait, nous demandant où nous allions, j'ai répondu que nous avions tout ce qu'il nous fallait à la maison et j'ai refermé la porte sur l'odeur du dîner et le son de leur rire. Honnêtement, je pensais que ce serait la pire partie de la nuit. Dès le lendemain matin, mon téléphone s'est éclairé de 33 appels manqués de ma mère et d'un message vocal paniqué expliquant qu'ils étaient en train de tout mettre sous scellé et que je devais la rappeler immédiatement. J'ai fixé l'écran pendant un long moment, sentant des années de culpabilité et d'obligation s'évaporer enfin. Et quand j'ai fini par répondre, tout ce que j'ai dit a été « Chut, nous ne sommes pas de la famille ». Si vous avez déjà vu quelqu'un brandir le mot « famille » comme une arme plutôt que comme une promesse, restez avec moi, car cette part de dessert n'était que le début de la façon dont mes parents ont perdu leur argent, leur image et leurs 2 enfants. Cette nuit-là, après avoir claqué la porte sur le Noël parfait de mes parents, je suis rentré à la maison dans un silence tendu et colérique, tandis que mon fils regardait par la fenêtre. Il s'appelle Noah. Il a 10 ans, et il continuait à tracer de petits cercles dans la buée sur la vitre, comme s'il essayait de ne pas pleurer. Quand nous sommes entrés dans notre petite maison de ville à Chicago, j'ai accroché nos manteaux, j'ai forcé ma voix à paraître normale et je lui ai dit que nous allions préparer notre propre dessert. J'ai fait chauffer du lait, j'ai ajouté du cacao, j'ai mis le reste d'une bombe de crème chantilly et je lui ai tendu un mug de chocolat chaud pendant qu'il se pelotonnait sur le canapé. J'ai mis l'un de ces films de Noël ringards sur Netflix, le genre où tout le monde se pardonne des années de dégâts dans les 5 dernières minutes. À la moitié du film, Noah a dit « Maman, est-ce que j'ai fait quelque chose de mal ?» J'ai mis le film en pause et je me suis assise à côté de lui. « Non, ai-je dit. Tu as tout bien fait. Ce que ta grand-mère a dit ce soir était mal, pas toi. » Il a fixé son mug. Elle a dit que seule la famille avait droit au dessert. Est-ce que nous ne sommes pas de la famille? J'avais mal à la poitrine. Nous le sommes, lui ai-je dit. Et un jour, tu comprendras que partager un nom de famille ne donne à personne le droit de décider qui compte. Pour l'instant, j'ai juste besoin que tu saches que rien de tout cela n'est de ta faute. Il a hoché la tête, mais je pouvais voir la manière dont il refoulait sa blessure, comme le font les enfants quand ils réalisent que les adultes ne vont pas arranger les choses. Quand il s'est enfin endormi sur le canapé, je l'ai porté jusqu'à son lit, je l'ai bordé, puis je suis resté assise dans le couloir, dans le noir. J'avais passé des années à ravaler des moments comme celui-ci quand il me visait moi. Voir humilier mon enfant a déclenché un interrupteur que je ne savais pas encore présent. Le lendemain matin, mon réveil a sonné à 7 heures. Pendant quelques secondes, j'ai oublié la fête. Puis j'ai saisi mon téléphone et je l'ai vu, 33 appels manqués de maman et un nouveau message vocal. J'ai préparé du café, j'ai appuyé sur lecture et j'ai écouté sa voix. « Laura, tu dois me rappeler. Ils sont en train de tout mettre sous scellé. L'avocat dit que si nous ne faisons pas vite, nous pourrions perdre la maison et la retraite. Tu ne peux pas simplement ignorer ça. Tu fais partie de cette famille, que ça te plaise ou non. » C'était tout. Pas un seul mot sur Noah, ni sur le dessert, ni sur la façon dont elle avait dit en face à mon fils qu'il n'était pas de la famille. Juste de la pure panique concernant l'argent, les actifs et ce qu'elle entendait par « tout mettre sous scellé ». Je me tenais pieds nus sur le carrelage froid de la cuisine et je pensais à combien de fois mes parents avaient déguisé le contrôle en inquiétude. Après mon divorce, mon père avait un jour suggéré de mettre son nom sur l'acte de propriété de chez moi, juste pour aider avec l'hypothèque, disait-il, pour que les choses soient plus simples pour la famille. Je lui avais dit non, et il avait réagi comme si je l'avais personnellement attaqué. Depuis lors, l'argent et la propriété sont ses armes préférées. Nous y revoilà, sauf que cette fois,
la chose qu'il semblait terrifié de perdre était liée à mon nom. Je n'ai pas rappelé ma mère. J'ai envoyé un SMS à la place, tu as été clair hier soir sur le fait que mon fils et moi ne sommes pas de la famille. Gère ta maison et ta retraite avec ton avocat. Puis j'ai bloqué son numéro. Pas pour toujours, juste assez longtemps pour arrêter le bourdonnement constant et entendre mes propres pensées. Environ 1 heure plus tard, mon téléphone s'est éclairé avec un nom différent, Chris, mon frère aîné. Il n'appelait presque jamais à moins que nos parents ne soient dans la pièce. J'ai répondu quand même. Qu'est-ce qui s'est passé hier soir? A-t-il demandé. Maman panique. Papa fait les 100 pas en parlant d'avocats et d'enfants ingrats. Je lui ai raconté ce qui s'était passé à la table des desserts et ce qu'elle avait dit à Noah. À l'autre bout du fil, il est resté silencieux. Je l'ai vu là, debout, a-t-il fini par dire. Je me suis dit que j'exagérais, que maman était juste stressée. Je suppose que j'ai fait ce que je fais toujours. J'ai laissé couler. Bien sûr qu'il l'a fait. Chris a passé sa vie entière à arrondir les angles, à prétendre que leur pire moment n'était pas si grave. Je ne te demande pas de les changer, ai-je dit. J'en ai juste fini de les laisser utiliser le mot famille comme un levier. Ils veulent mon nom sur leur papier, leur trust et leur maison, mais ils ne peuvent même pas donner une part de pudding à mon gamin. Si nous ne sommes pas de la famille à table, nous ne sommes pas de la famille à la banque. Il y eut une longue pause, puis il a dit quelque chose que je n'attendais pas, d'accord, dis-moi ce que tu veux que je fasse. Et c'est à ce moment-là que l'histoire a cessé de porter sur un dessert pour porter sur leur précieux héritage. Quand j'ai bloqué le numéro de ma mère, je pensais honnêtement avoir un jour ou deux de paix avant la prochaine vague de drame. Mais j'avais oublié une chose importante à propos de mes parents, ils adorent avoir un public. Quelques heures après avoir parlé à Chris, je faisais défiler Facebook pendant que Noah jouait à des jeux vidéo dans le salon. Et elle était là une toute nouvelle publication de ma mère en haut de mon fil. Une photo du salon de mes parents, le sapin de Noël brillant, la table pleine de nourriture, ma sœur debout avec ses enfants dans leur pyjama assortis tout le monde souriant comme une publicité pour des vacances de banlieue parfaites. La légende disait, je me sens si béni par la famille cette année. Rien n'est plus important. J'ai eu mal au cœur. J'ai zoomé sur la photo par habitude, me cherchant Noah, même si je savais déjà que nous n'y étions pas. L'angle rendait évident que la photo avait été prise après notre départ, comme s'ils nous avaient littéralement exclus de leur récit. J'ai fixé les mots, si béni par la famille, et j'ai entendu sa voix de la veille, seule la famille a le droit de manger. Mes notifications ont encore retenti. Cette fois, c'était un SMS de ma sœur. Pourquoi t'es parti comme ça hier soir? Maman a dit que Noah était difficile. Je suis resté assise un instant à choisir mes mots avec soin. Tu as vu ce qui s'est passé avec le dessert, ai-je tapé en réponse. Elle a regardé mon fils et lui a dit que seule la famille avait le droit de manger, puis elle a donné une deuxième part à tes enfants. Il y eut une pause. Les points de suspension sont apparus, ont disparu, puis sont réapparus. Finalement, elle a répondu, tu es dramatique. C'était une blague. Tu sais comment est maman. Tu ne peux pas faire exploser toute la famille pour un commentaire maladroit. C'était ça, le problème. Pour Émilie, c'était toujours un commentaire, une blague, un moment. Jamais une habitude. J'ai regardé le message et j'ai réalisé que nous n'avions pas la même conversation. Elle avait grandi comme l'enfant prodige, celle dont il se vantait lors des dîners, celle qui pouvait faire des bêtises et être quand même secourue. J'avais grandi comme l'exemple de ce qu'il ne fallait pas être. Je n'ai pas pris la peine de discuter. J'ai simplement répondu, si c'était une blague, c'était aux dépens de mon fils, et j'en ai fini de les laisser rire. Puis j'ai posé mon téléphone et j'ai sorti un vieux carnet du tiroir de la cuisine, celui que j'utilisais pour les listes de courses et les résolutions à moitié terminées. Sur la première page propre, j'ai écrit une date. Et puis j'ai commencé à lister chaque fois que je me souvenais que mes parents avaient choisi un favori ou utilisé l'argent pour tirer les ficelles. La fois où ils avaient séché la fête d'anniversaire de Noah pour emmener ma sœur et ses enfants en voyage à la maison du lac. La fois où ils m'avaient dit que je devrais être reconnaissante qu'ils gardent Noah un week-end, pour ensuite me le reprocher quand j'avais refusé de co-signer un prêt. La fois où mon père avait suggéré à nouveau qu'il serait plus simple que la maison soit à son nom pour les impôts, pour la famille, pour notre avenir. Voir tout cela écrit à l'encre noire m'a fait me sentir moins folle. Ce n'était pas juste un dessert. C'était toute une vie à s'entendre dire que j'étais trop indépendante, trop émotive, trop tout. Et maintenant,
mon fils de 10 ans recevait le même scénario. Quand Chris m'a envoyé un SMS plus tard dans l'après-midi, il a suggéré que nous nous rencontrions en personne, dans un endroit neutre. Nous avons choisi un petit café à quelques pâtés de maison de chez moi, le genre avec des fenêtres embuées et des gens travaillant sur des ordinateurs portables. Il était déjà là quand je suis entré, un café à moitié fini devant lui, les doigts tambourinant sur la table. « Tu as une mine affreuse », a-t-il dit doucement quand je me suis assise. J'ai ri une fois, parce que venant de lui, c'était presque de l'inquiétude. « Bienvenue du côté obscur », ai-je dit. Je lui ai parlé de la publication Facebook, de la légende, de la façon dont Noah et moi avions été effacés de la photo comme si nous n'avions jamais été là. Il a secoué la tête lentement. « J'ai vu maman la poster », a-t-il admis. « Je n'avais pas réalisé que tu n'étais pas sur la photo avant que tu ne le dises à voix haute. » C'est à ce point que ça va loin, ai-je dit. Ils peuvent nous supprimer et continuer à se dire qu'ils sont des gens bien. Chris s'est adossé et s'est frotté le visage. Il m'a alors raconté ce qu'il avait découvert en parlant à l'avocat de nos parents, qu'il y avait un trust familial et tout un réseau de sociétés à responsabilité limitée autour de la maison du lac au Michigan et d'autres actifs, et que mon nom figurait toujours sur l'un des actes en tant que copropriétaire depuis des années, quand j'avais aidé à payer des réparations. Soudain, cette phrase, tout mettre sous scellé, prenait beaucoup plus de sens. Papa a appelé l'avocat après Noël, a dit Chris. Il voulait déplacer certaines choses, s'assurer que certaines personnes étaient protégées, ces mots, pas les miens. L'avocat lui a dit qu'il ne pouvait pas simplement brasser des actifs sans en informer tous les propriétaires. Donc, il pourrait avoir à geler ou sceller temporairement les papiers jusqu'à ce qu'ils aient de tes nouvelles. D'où les 33 appels manqués, ai-je dit. Ils n'avaient pas peur de me perdre. Ils avaient peur de perdre l'accès à ma signature. Chris a hoché la tête, l'air un peu mal à l'aise. Ils ont toujours pensé que tu ne partirais jamais vraiment. Tu as toujours été celle qui payait ses propres factures, qui élevait son propre enfant. Ils n'ont jamais pensé que tu toucherais au trust. Ils pensaient qu'ils nous tenaient, Émilie et moi, et que tu resterais juste à la périphérie pour toujours. J'ai remué mon café et j'ai dit, je ne demande pas à leur voler quoi que ce soit. Je ne veux juste pas que mon nom serve de filet de sécurité quand ils ne peuvent même pas montrer un respect élémentaire à mon enfant. Je veux que la partie qui me revient légalement soit protégée de leur jeu pour qu'elle aille à Noah un jour, sans condition. Chris a fixé la table pendant un long moment. Finalement, il a levé les yeux et a dit, je peux parler à un autre avocat, pas le leur. Quelqu'un qui travaille pour nous. Nous pouvons découvrir exactement quelles sont tes options. Mais tu dois comprendre que si nous faisons cela, il n'est plus question de prétendre que les choses sont normales. J'ai pensé à Noah debout devant cette table de dessert, à sa petite voix demandant si nous n'étions pas de la famille. Puis j'ai pensé au message vocal de ma mère, plein de panique pour sa retraite et pas un mot pour mon fils. Tant mieux, ai-je dit. La normalité était en train de me tuer à petit feu. 2 jours après cette réunion au café avec Chris, j'ai reçu le genre de mail qui vous noue l'estomac avant même d'avoir fini la première phrase. L'objet disait, inquiétude concernant le trust familial, avec le nom de l'avocat de mes parents en dessous. Le ton était exactement ce à quoi je m'attendais, formel et condescendant à la fois. Cela commençait par, chère Laura, vos parents m'ont informé que vous pourriez envisager des changements concernant votre participation au trust familial et aux intérêts immobiliers connexes, et glisser directement vers un paragraphe sur les pénalités fiscales potentielles, les complications dans la planification à long terme, et comment des mouvements soudains pourraient compromettre la retraite de vos parents. Il y avait des phrases comme « Il serait dans le meilleur intérêt de la famille que vous vous absteniez de prendre des décisions hâtives » et « Vos parents ont toujours eu votre sécurité financière à cœur ». En le lisant, on aurait cru que j'étais une adolescente ingrate, et non la personne qui payait ses propres factures et élevait un enfant seul depuis 10 ans. Je l'ai lu 2 fois, puis je l'ai transféré à l'avocat indépendant que Chris avait trouvé avec une simple phrase « Est-ce que tout cela concerne vraiment les impôts, ou est-ce juste de la pression ?» Pendant que j'attendais une réponse, je suis resté debout dans ma cuisine et j'ai laissé le schéma se rejouer dans ma tête. Mes parents n'avaient appris le mot « limite » en thérapie qu'après l'infidélité de mon père il y a des années, et même là, ils l'utilisaient comme une arme, pas comme une pratique. Ils aimaient l'idée de l'héritage d'une histoire où ils auraient tout sacrifié pour leurs enfants mais en réalité, la plupart de leurs sacrifices étaient des chaînes déguisées en cadeaux. Quand le nouvel avocat m'a rappelé, il a été franc. Une partie de ce que disait l'email était techniquement vrai, a-t-il expliqué, mais très incomplète. Oui, restructurer un trust et déplacer des biens peut avoir des conséquences fiscales,
mais n'importe quel planificateur décent vous aurait parlé directement des options, au lieu d'essayer de vous effrayer pour vous faire taire par l'intermédiaire de vos parents. Il a confirmé ce que Chris m'avait déjà dit, ma présence sur l'acte de la Société de la Maison du Lac signifiait que rien d'important ne pouvait arriver à ce chalet sans mon consentement, et que le cabinet était obligé de m'inclure. Quand il a dit, franchement, s'ils sont aussi désespérés de vous empêcher de poser des questions, c'est que vous devriez absolument poser des questions, quelque chose en moi s'est détendu. Je n'étais pas folle. J'étais juste gênante pour des gens habitués à obtenir ce qu'ils veulent. Avec son aide, j'ai rédigé mon propre email. Cette fois, pas comme la fille effrayée, mais comme copropriétaire et bénéficiaire. J'ai écrit, je suis pleinement consciente de mes intérêts légaux dans la propriété du Michigan et de toute entité liée. Je ne consens à aucune vente, location, refinancement ou restructuration de ces actifs sans mon approbation écrite explicite. Je demande également une comptabilité complète de toutes les transactions liées à la propriété et au trust pour les 5 dernières années, envoyées directement à moi. À partir de maintenant, toute communication concernant mes intérêts devra passer par moi ou mon conseil, et non par mes parents. C'était étrange de voir ces mots sur l'écran, comme si j'usurpais l'identité de quelqu'un de puissant. Mais la vérité était que j'avais toujours eu ce pouvoir. J'avais simplement été entraîné à ne pas m'en servir. J'ai cliqué sur envoyer et je suis retourné remplir le lave-vaisselle comme n'importe quel autre mardi. Il a fallu moins d'1 heure pour que ma mère trouve un autre moyen de me joindre. Bloquer son numéro principal l'avait ralenti, mais ne l'avait pas arrêté. Cette fois, c'était un message vocal provenant du téléphone de la maison, celui qu'il gardait toujours au mur comme si on était en 1995. Sa voix est arrivée, criarde et tremblante, comme si elle avait pleuré ou voulait que je le croie. « Laura, qu'est-ce que tu fais ?» a-t-elle lancé. « Ton père est hors de lui. L'avocat dit que tu compliques tout. As-tu la moindre idée de ce que tu risques ?» Puis son ton a changé et le masque a glissé un peu. « Ce chalet, c'est notre retraite, a-t-elle dit. Nous avons mis toute notre vie à vous donner, à vous les enfants, quelque chose sur quoi compter. Et c'est comme ça que tu nous remercies ? En gelant tout parce que ton fils a dû entendre non une fois ? » Ma mâchoire s'est contractée. Elle n'a pas prononcé son nom une seule fois. Elle n'a pas dit « Je suis désolé d'avoir humilié ton enfant ». Elle a dit « Ton fils a dû entendre non une fois », comme si elle l'avait privé d'une histoire avant de dormir, et non comme si elle lui avait dit qu'il n'était pas de la famille devant une pièce pleine de monde. Et puis elle a dit la partie qui m'a vraiment brûlé, « Il a besoin d'apprendre le respect, Laura. Tu es trop douce avec lui. C'est pour ça que nous devons être durs parfois, pour qu'il ne finisse pas comme toi. » J'ai réécouté cette phrase 2 fois juste pour être sûr d'avoir bien entendu. Dans son esprit, s'assurer qu'il ne finisse pas comme moi signifiait s'assurer qu'il apprenne sa place dans leur hiérarchie dès le plus jeune âge. J'ai envoyé la transcription du message vocal à Chris sans commentaire. 1 minute plus tard, il a appelé, et je pouvais entendre la colère dans sa voix avant même qu'il ne dise quoi que ce soit. « Elle a vraiment dit ça ?» a-t-il demandé. « Elle a vraiment transformé ça en une leçon sur le respect ?» Je lui ai répondu que oui et j'ai ajouté, elle n'a commencé à paniquer que lorsqu'elle a pensé qu'elle pourrait perdre le chalet, pas quand elle s'est rendue compte qu'elle avait blessé son petit-fils. Il y a eu un long soupir à l'autre bout du fil. J'en ai fini d'aller là-bas pour un moment, a-t-il fini par dire. Je ne peux pas continuer à faire comme si c'était normal. Ils m'ont appelé 2 fois ce matin pour se plaindre de toi et pas une seule fois pour demander comment va Noah. Bien, ai-je répondu. Qu'ils restent un peu seuls avec eux-mêmes. Quelques heures plus tard, mon téléphone a vibré à nouveau, cette fois avec un SMS d'Emily. Alors maintenant, tu impliques des avocats là-dedans, a-t-elle écrit au moment du dessert. Tu punis maman et papa parce qu'ils essaient de construire quelque chose pour nous. Admets simplement que tu es jalouse qu'ils m'aient fait confiance pour gérer les choses. J'ai fixé ces mots et j'ai réalisé qu'elle croyait vraiment que dans son monde, être l'élu signifiait responsabilité et faveur, pas des chaînes. Dans le mien, cela signifiait qu'on disait à mon fils qu'il ne comptait pas. J'ai répondu, je ne suis pas jalouse d'être la préférée. Je suis fatiguée d'être la solution de secours. Ils ne m'ont appelé que lorsque leur argent a été touché, pas quand ils ont brisé le cœur de mon gamin. Ce n'est pas moi qui transforme la famille en transaction. J'en ai juste assez d'être le dommage collatéral. Puis j'ai posé mon téléphone face contre terre parce que, pour la première fois de ma vie, je n'attendais pas leur approbation, leur version de l'histoire, ou leur permission de me protéger. Environ 1 semaine après ce message vocal concernant le chalet et la retraite,
juste au moment où je pensais que mes parents commençaient enfin à être à court de moyens pour me joindre, ils ont fait exactement ce à quoi j'aurais dû m'attendre, ils ont porté l'affaire sur les réseaux sociaux. Je regardais distraitement Noah faire ses devoirs à la table de la cuisine quand une notification est apparue sur Facebook, une invitation à un événement de la part de ma mère. Le titre m'a frappé en premier, dîner de réconciliation familiale des fêtes. De petits émojis de flocons de neige étaient parsemés tout autour comme du sucre. La description disait quelque chose comme « Après une année difficile, nous croyons au pardon et aux secondes chances ». Il n'y a rien de plus important que de voir la famille se réunir. Elle avait publié une photo avec « la maison de nos parents illuminée comme une carte de Noël, le sapin brillant devant la fenêtre, et une couronne sur la porte ». La liste des invités était assez publique pour que je puisse la voir, des voisins, des amis de l'église, ma sœur, ses enfants, quelques couples des soirées vins de mes parents, et bien sûr, mon frère Chris. Il manquait un nom, le mien. J'ai fait défiler l'écran et j'ai vu que les commentaires affluaient déjà. Les gens écrivaient des choses comme « C'est tellement beau. Vous deux êtes une telle source d'inspiration, et j'aime la façon dont votre famille reste toujours soudée. » Je pouvais pratiquement entendre ma mère s'imprégner de chaque émoji cœur. Une seconde plus tard, mon téléphone vibrait encore, cette fois avec une capture d'écran de l'événement envoyé par Chris. En dessous, il avait écrit « Tu vois ça ». J'ai répondu « Apparemment, j'ai été invité à me réconcilier, mais pas identifié. » Il a répliqué « Ils m'ont appelé 2 fois ce matin à ce sujet. Ils agissent comme s'ils étaient les victimes dans tout ça. Est-ce que tu veux y aller ?» J'ai fixé cette question pendant un long moment. Une partie de moi voulait ignorer tout cela, les laisser jouer leur petit arc de rédemption sans moi. Mais une autre partie de moi, celle qui les a regardés réécrire l'histoire en temps réel pendant des décennies, savait exactement ce qui se passerait si je restais à la maison. Ils se tiendraient devant ce groupe et parleraient de leur fille difficile qui leur a tourné le dos. Ils pleuraient sur le fait qu'ils ont fait tant d'efforts, et personne n'entendrait jamais la partie où ils ont dit à un enfant de 10 ans qu'il ne faisait pas partie de la famille. Si nous ne nous présentons pas, ils contrôlent l'histoire, ai-je finalement tapé. Si nous y allons, au moins nous pourrons dire la vérité. Chris a renvoyé un seul mot, d'accord. Le soir du dîner, j'ai laissé Noah avec une babysitter de confiance du quartier. Il n'était pas question que je le ramène dans cette maison. Alors que je roulais vers chez mes parents, le quartier ressemblait à quelque chose sorti d'un catalogue, des lumières sur les maisons, des bonshommes de neige gonflables sur les pelouses, et des voitures bordant la rue devant la maison de mon enfance. Depuis l'allée, je pouvais entendre les rires et la musique de Noël s'échapper dans l'air froid. À l'intérieur, le salon était plein. Des voisins tenaient des verres de vin, des amis de l'église équilibraient des assiettes de nourriture, et ma sœur se tenait près du sapin dans une nouvelle robe pendant que ses enfants couraient autour de la table basse. Ma mère m'a repéré dans l'encadrement de la porte, et pendant une fraction de seconde, une réelle surprise a traversé son visage. Puis elle a affiché un sourire radieux et s'est avancée vers moi les bras ouverts comme si tout cela était normal. « Tu es venu » a-t-elle dit d'une voix forte, juste assez pour que quelques personnes entendent. Je savais que tu ne resterais pas fâché éternellement. Je ne lui ai pas rendu son étreinte. Chris est apparu à mes côtés comme un tampon, et je pouvais dire à la crispation de sa mâchoire qu'il retenait quelque chose. Mon père a fait teinter sa fourchette contre un verre quelques minutes plus tard, demandant l'attention. « Merci à tous d'être venus » a-t-il dit. « Nous savons que cette année a été éprouvante, et nous sommes tellement reconnaissants d'avoir notre famille et nos amis sous un même toit. » Ma mère a tamponné ses yeux avec une serviette, jouant déjà son rôle. « La famille signifie tout pour nous » a-t-elle ajouté. Et parfois, il y a des malentendus, mais au bout du compte, le sang reste le sang. J'ai senti mes épaules se tendre. Ça recommençait. Le mot magique derrière lequel ils aimaient se cacher, le sang. Chris m'a lancé un coup d'œil rapide, le genre qui dit « c'est maintenant ou jamais ». Il a fait un léger pas en avant et a élevé la voix juste assez pour couvrir les applaudissements polis. « C'est drôle » a-t-il dit, « parce que la semaine dernière, vous avez regardé votre petit-fils de 10 ans dans les yeux et lui avez dit « seule la famille a le droit de manger au point ». Le silence s'est installé dans la pièce si vite que c'en était presque comique. Toutes les têtes se sont tournées vers nous. Ma mère s'est figée, sa main encore à mi-chemin de son visage. Le sourire de mon père est retombé d'une fraction de pouce. Chris n'a pas reculé. Il parlait calmement, comme s'il expliquait une situation au travail, et non comme s'il faisait exploser une bombe dans le salon de nos parents. Maman a pris la dernière part de dessert à Noël et a dit aux gamins de Laura qu'ils n'étaient pas de la famille,
a-t-il dit. Puis vous avez laissé les enfants de ma sœur se resservir pendant qu'il restait là à faire semblant que ça ne lui faisait pas de mal. Et quand Laura est partie avec son fils le lendemain matin, vous l'avez appelé 33 fois pas pour vous excuser, mais parce que l'avocat vous a dit que vous pourriez perdre l'accès au chalet et au fonds fiduciaire si elle ne signait pas ce que vous vouliez. Quelqu'un près du canapé a bougé, un couple de voisins qui nous connaissait depuis que nous étions enfants. Les sourcils de la femme se sont levés, sa bouche s'est figée. Ma mère a retrouvé sa voix la première. Chris, a-t-elle dit d'un ton sec. Ce n'est pas approprié. Nous pouvons discuter des affaires familiales en privé. Ce n'est pas l'endroit. Il a ri une fois, sans aucun humour. C'est le privé qui nous a menés ici, a-t-il dit. Vous vous permettez d'humilier les gens en privé et ensuite vous exposez cette maison comme si nous étions une sorte de carte postale de Noël parfaite. L'une de nos voisines, Madame Reynolds de l'autre côté de la rue, a pris la parole avant que mes parents ne le puissent. J'étais là ce soir-là, a-t-elle dit calmement. J'ai entendu ce que vous avez dit à Noah. Quelques têtes de plus se sont tournées vers elle. Ce n'est pas un malentendu, a-t-elle ajouté. C'est cruel. Le visage de ma mère est devenu rouge. Elle a cherché l'excuse la plus proche. Je plaisantais, a-t-elle insisté. Vous connaissez tous mon sens de l'humour. Ces enfants sont trop sensibles de nos jours. Je ne pensais jamais vraiment ce que je disais. Elle s'est tournée vers moi avec un tremblement dans la voix. Dis-leur, Laura. Dis-leur que tu sais que je ne le pensais pas. Tous les regards dans la pièce se sont posés sur moi. Pendant une seconde, j'ai senti la moi de 16 ans vouloir s'effacer, arrondir les angles, rire et dire « C'est bon, maman. On sait que tu ne le pensais pas. » Mais ensuite, j'ai vu Noah dans mon esprit, debout devant cette table de dessert. Et les mots sont sortis différemment cette fois. Non, ai-je dit, d'une voix claire et calme. Tu le pensais. Tu le penses depuis toujours. Tu le pensais quand tu as manqué son anniversaire pour aller à la maison du lac avec Émilie. Tu le pensais quand tu as dit aux gens qu'ils n'étaient pas vraiment comme les autres petits-enfants parce qu'ils ne passent pas tous ces étés chez vous. Tout ce que tu as fait à Noël, c'est enfin le dire à voix haute. Mon père a reposé son verre sur le comptoir un peu trop brusquement. Nous avons construit tout cela pour vous, enfants ingrats, a-t-il lâché. Cette maison, ce chalet, le fonds fiduciaire, la retraite, tout ce que nous avons est pour vous. Et c'est comme ça que vous nous remerciez? En traînant notre nom dans la boue devant nos amis? J'ai secoué la tête. Non, ai-je dit. Vous n'avez pas construit ça pour nous. Vous l'avez construit pour le contrôle. Vous ne m'avez appelé que lorsque l'avocat vous a dit que mon nom faisait obstacle. Vous n'avez pas appelé une seule fois pour demander comment allait Noah après l'avoir humilié. Ce n'est pas de l'amour. C'est un moyen de pression. La pièce était si silencieuse que je pouvais entendre le système de chauffage se mettre en marche. Derrière nous, quelqu'un a posé son verre de vin avec précaution sur un sous-verre, comme s'il craignait que le moindre bruit n'aggrave les choses. Ma mère a regardé les visages qu'elle avait triés sur le volet pour cette performance et a réalisé, peut-être pour la première fois, qu'elle ne les gagnait pas à sa cause. Ses yeux se sont remplis de larmes, mais ses pleurs sont sortis de manière acerbe, presque colérique. Tu es en train de détruire notre famille, a-t-elle dit, la voix brisée. Tu ruines notre héritage, tout ce pour quoi nous avons travaillé. Tout ça parce que ton enfant a dû entendre non pour une fois. Je me sentais étrangement calme. C'est vous qui l'avez détruite, ai-je dit, à la seconde où vous avez décidé qu'un enfant de 10 ans était sacrifiable pour protéger votre fierté et vos biens. Nous nous contentons enfin de le dire là où d'autres personnes peuvent l'entendre. Pendant une seconde, personne n'a bougé. Puis Chris a posé sa main sur mon épaule. On en a fini ici, a-t-il dit doucement. Nous nous sommes tournés et avons marché vers la porte tandis que nos parents restaient pétrifiés au centre de leur salon parfaitement décoré, avec une pièce pleine de témoins qui les regardaient non plus avec admiration cette fois, mais avec quelque chose qui ressemblait au doute. Au moment où je suis rentré chez moi ce soir-là, la discussion de groupe du quartier bourdonnait déjà. Les captures d'écran de la publication de réconciliation de ma mère côtoyaient des messages comme « Je ne savais pas qu'ils traitaient leur petit-fils comme ça », et c'était difficile à regarder. Mes parents avaient enfin obtenu le public qu'ils voulaient, ils n'avaient simplement pas obtenu le scénario qu'ils attendaient. Quelques jours après le désastreux dîner de réconciliation, la maison est enfin redevenue calme. Du moins en apparence, plus d'appels, plus de messages, juste cette pause étrange et pesante, comme le moment juste après une tempête quand on ne sait pas si une autre vague arrive.
J'ai utilisé ce silence pour terminer ce que j'avais commencé avec l'avocat que Chris et moi avions engagé. Il m'a envoyé un résumé détaillé du fonds fiduciaire et des SARL entourant le chalet du Michigan. Et pour la première fois de ma vie, j'ai vu mon nom sur papier de la façon dont mes parents le voyaient, non pas comme un inconvénient, mais comme une clé. Les documents indiquaient très clairement que rien d'important ne pouvait être fait avec cette propriété sans le consentement de chaque propriétaire, ce qui m'incluait. Sous sa direction, j'ai signé des documents qui séparaient formellement mes intérêts de tout ce que mes parents pouvaient contrôler au quotidien. Ma part du chalet et tout revenu connexe était verrouillé à mon nom et, éventuellement, à celui de Noah. Tout refinancement, vente ou nouvel emprunt qu'il souhaiterait nécessiterait mon approbation écrite explicite. L'avocat était calme et pragmatique. Vous ne prenez rien qui ne soit déjà à vous, a-t-il dit. Vous vous assurez simplement que personne ne peut utiliser votre nom d'une manière avec laquelle vous n'êtes pas d'accord. Chris est allé un peu plus loin. En tant que bénéficiaire de partie du fonds fiduciaire que mes parents avaient toujours considéré comme leur réserve de liquidité de secours, il a choisi de retarder ou de limiter les distributions futures qui leur iraient directement. Rien d'illégal, rien de vindicatif sur le papier, juste des choix sobres qui rendaient impossible pour eux de continuer à vivre comme s'il y aurait toujours un autre chèque pour chaque nouveau jouet ou fête. Quand la poussière est retombée, les chiffres racontaient une histoire que mes parents n'auraient jamais imaginée. Le chalet n'était plus un distributeur automatique facile, et le fonds fiduciaire n'était plus un levier qu'ils pouvaient actionner pour nous faire rentrer dans le rang. La nouvelle de ce que nous avions fait a dû leur parvenir rapidement, car leur geste suivant n'a été ni un email ni une publication. C'était un coup frappé à ma porte d'entrée tard par un samedi après-midi gris. J'ai regardé par le Judas et je les ai vus sur mon perron, mon père tenant une boîte de biscuits de Noël comme accessoire, et ma mère serrant un mouchoir plié dans une main, les yeux déjà rouges. Pendant une seconde, mon estomac s'est noué comme il le faisait toujours avant une dispute. Mais ensuite, je me suis souvenu de la fête de Noël, de la table des desserts et de l'expression du visage de Noah et la sensation s'est dissipée. J'ai ouvert la porte juste assez pour me tenir dans l'entrebâillement. Maman a commencé la première. Nous devons parler, a-t-elle dit, sa voix douce et tremblante, sans le ton strident des messages vocaux. Nous ne pouvons pas laisser des avocats s'immiscer entre nous. C'est aller trop loin. Papa a hoché la tête comme un homme qui avait répété son texte. La famille n'emmène pas la famille au tribunal, a-t-il ajouté. La famille règle les choses en privé, face à face. J'ai failli rire en entendant cela. Je n'ai emmené personne au tribunal, ai-je dit. J'ai juste arrêté de vous laisser prendre des décisions avec mon nom derrière mon dos. Vous avez appelé l'avocat avant même d'appeler pour demander comment allait votre petit-fils. C'est cela qui s'est immiscé entre nous. Ma mère s'est approchée comme si elle allait me prendre la main. Nous étions bouleversés, a-t-elle dit. Nous avions peur. Ton père a travaillé toute sa vie pour cette maison et ce chalet. Nous essayons simplement d'assurer notre retraite et quelque chose pour vous, les enfants. Tu veux dire quelque chose pour les enfants qui rentrent dans le rang, ai-je dit. Ceux qui ne disent pas non. La mâchoire de papa s'est crispée. Tu es en train de jeter ton héritage pour un malentendu, a-t-il dit, pour une mauvaise blague et une part de dessert. C'est puéril, Laura. J'ai senti quelque chose en moi devenir très calme. Il ne s'agit pas d'une part de dessert, ai-je dit doucement. Il s'agit de chaque fois où vous avez choisi le contrôle plutôt que la gentillesse et que vous avez appelé cela de l'amour. Chaque fois où vous avez fait miroiter de l'argent au-dessus de nos têtes et que vous avez appelé cela du sacrifice. Noël était juste la première fois où vous avez dit tout haut ce que vous pensiez tout bas devant mon enfant. Les yeux de maman ont brillé, les larmes passant de la tristesse à la colère. Tu regretteras cela quand nous ne serons plus là, a-t-elle dit. Un jour, tu regretteras de ne pas avoir empoisonné ton frère contre nous ou de nous avoir pris notre avenir. J'ai secoué la tête. Chris est un homme adulte qui a enfin ouvert les yeux, ai-je dit. Je n'ai pas pris votre avenir. J'ai juste arrêté de vous laisser le financer avec la dignité de mon fils. Vous n'arrêtez pas de parler de votre héritage comme si c'était quelque chose sur papier. Le seul héritage qui m'importe est celui que Noah porte. Et je refuse de le laisser apprendre que l'amour signifie accepter tout ce que les gens vous font tant qu'ils partagent votre ADN. Mon père a levé la boîte de biscuits comme s'il s'agissait d'une sorte d'offre de paix. Pouvons-nous au moins entrer et lui parler, a-t-il demandé. C'est notre petit-fils. Ma main s'est serrée sur le bord de la porte. C'est mon fils, ai-je répondu. Et tant que vous ne pourrez pas le regarder dans les yeux et vous excuser sans excuse, vous n'aurez pas accès à lui, ni à ma vie, ni à ma signature.
Pour l'instant, vous n'êtes pas bon pour lui. Et cela compte plus pour moi que n'importe quelle maison, n'importe quel chalet ou n'importe quel fonds fiduciaire. Le visage de ma mère s'est décomposé au mot pas bon, comme si je l'avais accusé de quelque chose d'impardonnable. Mais elle n'a toujours pas dit la seule chose qui aurait pu compter, je suis désolé pour ce que j'ai dit à Noah. Elle a juste continué à revenir sur tout ce qu'ils avaient donné, à quel point ils avaient travaillé dur et à quel point il était injuste que nous les rations de notre vie. J'ai finalement senti la conversation heurter le même mur que d'habitude, celui où ils préfèrent se sentir lésés plutôt que d'être responsables. J'ai pris une inspiration. Je ne fais plus ça, ai-je dit. Vous ne pouvez pas blesser mon enfant et ensuite vous cacher derrière le mot héritage. Vous n'êtes pas mon héritage, vous êtes ma leçon. Et j'ai fini de la répéter. Avant qu'il ne puisse répondre, j'ai reculé juste assez pour être clair et j'ai fermé la porte. Je suis resté là, la main sur la poignée, écoutant le son étouffé de ma mère qui pleurait et de mon père marmonnant quelque chose à propos d'enfants ingrats de l'autre côté. Finalement, leurs bruits de pas se sont estompés dans les escaliers, la portière de la voiture a claqué et le moteur a démarré. À l'intérieur de ma maison, c'était le calme. Pas de téléphone qui sonne, pas de coup à la porte, juste le son de Noah dans sa chambre qui fredonnait tout seul en construisant quelque chose avec des briques en plastique. Il ignorait complètement qu'à l'extérieur de son monde, les gens qui lui avaient retiré son dessert apprenaient enfin ce que l'on ressentait quand on se retrouvait sans rien que l'on puisse contrôler. Dans les semaines qui ont suivi le moment où j'ai fermé la porte à mes parents, rien de dramatique ne s'est produit. Et c'était la partie la plus étrange. Plus de messages vocaux au sujet des avocats. Pas d'essai sur Facebook concernant le pardon. Pas de SMS de groupe essayant de me faire culpabiliser pour que je vienne. C'était juste calme. Pour la première fois de ma vie, mon téléphone pouvait rester sur le comptoir toute la journée sans se transformer en grenade. Au début, ce silence semblait anormal, comme si je devais faire quelque chose, les contacter ou arranger les choses, jouer le rôle que j'avais toujours joué, celui où j'avalais ma fierté pour que tout le monde reste à l'aise. Mais chaque fois que ce vieil instinct se manifestait, je revoyais Noah devant cette table de dessert, et cela me remettait instantanément les idées en place. Quelques jours après la scène de la porte, Chris est passé avec des pizzas et quelques-uns de ses films de Noël bon marché en streaming. Il est entré comme s'il avait retenu son souffle pendant des années et qu'il était enfin autorisé à expirer. Noah s'est illuminé en le voyant et l'a traîné dans le salon pour lui montrer sa dernière création en Lego, qu'il avait décidé d'appeler le chalet du Michigan, sauf que dans sa version, il y avait un énorme panneau au-dessus qui disait « Interdit aux gens méchants ». Chris a ri si fort qu'il a dû s'essuyer les yeux. Et j'ai réalisé que je ne me souvenais pas de la dernière fois où j'avais vu mon frère rire sans jeter un coup d'œil par-dessus son épaule pour voir qui regardait. Nous avons mangé sur le canapé, de la sauce sur des assiettes en carton, des canettes de soda transpirant sur la table basse, pas de verre en cristal, pas de serviettes sophistiquées pliées en formes diverses, personne pour noter notre performance en tant que famille. À un moment du film, un personnage a fait ce grand discours sur le fait que la famille est tout. Noah s'est tourné vers moi et a demandé « Est-ce que ça veut dire qu'on doit rester même quand ils sont méchants ?» J'ai coupé le son de la télé et je lui ai dit la vérité, le genre que personne ne m'a jamais dit quand j'avais son âge. Non, ai-je dit. La famille est censée être composée des gens qui te font te sentir en sécurité et aimé, pas des gens qui te disent quelle est ta place. Parfois, ce sont les mêmes personnes avec qui tu partages ton ADN, et parfois non. La vraie famille, c'est ceux qui sont là quand ça compte, qui écoutent et qui s'excusent quand ils ont tort. Le sang seul ne leur donne pas un laissez-passer permanent pour te faire du mal. Il y a réfléchi une seconde puis a hoché la tête, comme si je venais de lui donner un nouveau livre de règles qui avait enfin du sens. Plus tard ce soir-là, après le départ de Chris et une fois Noah endormi, je me suis assise à la table de la cuisine avec un mug de thé et j'ai repensé à tout ce que mes parents disaient quand ils utilisaient le mot héritage. Ils parlaient de maison, de chalets et de comptes bancaires, et d'une histoire où ils étaient les héros qui avaient tant sacrifié pour leurs enfants ingrats. Ce qui est drôle, c'est qu'à la minute où leur argent a cessé de circuler comme ils le voulaient, leur version de l'amour s'est évanouie avec lui. Ils avaient passé des années à me dire que partir ferait de moi quelqu'un d'égoïste et de froid. Au lieu de cela, ce que j'ai trouvé de l'autre côté de cette porte, c'était de la chaleur, pas le genre qui vient d'une grande maison bondée et d'un sapin parfait. C'était la chaleur de pouvoir regarder mon enfant et de savoir que je l'avais enfin choisi, lui et moi-même, plutôt que leur approbation. J'ai entendu par les rumeurs du quartier que le calendrier social de mes parents s'était beaucoup allégé après ce dîner. Quelques-uns de leurs amis les plus proches continuaient à venir, ceux qui croyaient leur version des faits, mais beaucoup de gens ont discrètement cessé de se présenter.
Le chalet est resté presque vide cet hiver-là, non pas parce qu'ils ne pouvaient pas y aller, mais parce que ce n'était plus une scène où ils pouvaient exhiber les petits-enfants qu'ils jugeaient valables. Ils avaient toujours leur maison, leurs affaires et leurs photos soigneusement disposées sur le mur, mais le public sur lequel ils avaient construit leur identité était plus restreint. Et pour la première fois de leur vie, ils devaient rester dans le calme et regarder ce qu'ils avaient réellement élevé. Je ne sais pas s'ils le feront jamais. Peut-être qu'un jour ils trouveront comment dire « je suis désolé » sans ajouter un « mais » juste après. Peut-être pas. Cette partie n'est plus de ma responsabilité. Ce qui est de ma responsabilité, c'est le petit garçon qui dort au bout du couloir et la leçon qu'il tire de tout cela. Je veux qu'il grandisse en sachant que l'amour sans respect n'est pas de l'amour. Que l'on a le droit de s'éloigner des gens qui nous font du mal, même si le monde nous dit que la famille est tout. Protéger sa paix n'est pas égoïste, c'est de la survie. Je n'ai pas réduit ma famille en cendres. J'ai juste arrêté de rester dans le feu et de l'appeler ma maison. Et si tout cela vous semble familier, si on vous a déjà dit de maintenir la paix pendant que quelqu'un sapait votre dignité, même au nom de la famille, j'espère que vous entendez ceci clairement, vous n'êtes pas fou, et vous n'êtes pas seul. Avez-vous déjà dû couper les ponts avec quelqu'un de toxique, même s'il portait votre nom de famille? Et comment avez-vous su qu'il était enfin temps de partir?